Bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour parler de la conclusion ultime de cette nouvelle saison des Anneaux de Pouvoir. L'épisode 8 a rendu son verdict et il est à présent temps de se plonger sur l'analyse de cet épisode avec, comme à chaque fois, une première partie où je vais parler tout d'abord de mon avis global sur cet épisode, puis enfin une deuxième partie qui sera quant à elle beaucoup plus centrée sur l'analyse point par point, ou tout du moins les éléments qui me paraissent le plus importants, et enfin une dernière partie qui sera pas forcément spoilante mais qui va plutôt se concentrer sur des théories sur le futur devenir de la série, parce que oui, il y a de grandes chances que cette série soit renouvelée pour une saison 3, et je rappelle qu'à la base, ils avaient écrit l'histoire pour s'étirer sur 5 saisons, donc il y a de grandes chances que la série soit renouvelée, d'autant que les audiences sont très bonnes. Quant aux critiques, c'est encore une fois très discutable, et c'est logique aussi, parce que la série déchaîne les passions, autant du point de vue de ses adorateurs que de ses haters, donc c'est tout cela qu'il faut prendre en compte lorsqu'on se penche sur le cas de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir. Alors je suis navré si ça s'entend un petit peu que je parle du nez, c'est parce que je suis pseudo-malade, j'ai fait une sorte de petit rhume. Qu'est-ce que je peux dire de cet épisode 8 d'une manière assez globale? Eh bien malheureusement il est à l'image de cette saison 2, c'est-à-dire que c'est un épisode encore une fois très agréable à regarder et qui est même sympathique, avec des bons moments, de l'action, mais quand tu te penches un petit peu sur l'histoire et sur ce qui est raconté dans cet épisode, il y a quand même des grosses fragilités scénaristiques et même structurelles qui ressortent de cet épisode, mais ça, est-ce qu'on peut vraiment en vouloir à l'épisode 8? Ben je dirais que non, parce que c'est un petit peu le problème inhérent à cette saison 2, c'est-à-dire que les bases posées en saison 1 sont assez fragiles par endroits, et c'est ça qui fait que la structure est quand même assez branlante par moment, et pour le coup cet épisode 8 est à l'image de cette saison 2, c'est-à-dire que du point de vue de la technicité je n'ai absolument rien à dire, le visuel, les effets spéciaux, les costumes, maquillage et prothèses sont incroyables, ça vous pouvez pas le nier, c'est vraiment sur la technicité, c'est superbement exécuté, et il y a des moments d'anthologie qui font même limite penser à un film au cinéma, donc vraiment c'est ça aussi qui fait le charme de cette série. Déjà sur le plan visuel et musical, on en prend plein la vue et les oreilles, donc c'est quelque chose de très agréable, il manquerait plus que ça soit loupé à ce niveau-là. L'épisode en lui-même est très sympathique, et une personne qui ne connaît pas grand chose à l'histoire ou qui n'a vu que les films va très certainement passer un bon moment devant, mais quand tu creuses un petit peu dans la profondeur scénaristique de l'histoire, il y a quand même des gros problèmes qui ressortent de cet épisode et qui vont déclencher des problèmes à venir sur cette série, et je vais en parler peut-être un petit peu plus dans la partie théorie spoil, notamment par exemple avec l'histoire du Balrog qui à mon sens est très spéciale. Elle pourrait s'inscrire dans une certaine continuité, mais quand tu vas un peu plus en profondeur, sans mauvais jeu de mots avec les nains, malheureusement il y a quand même des gros soucis qui ressortent et qui vont poser problème dans le futur, parce que le Balrog dans l'histoire, lorsque les nains le découvrent, ils le découvrent comme ça, mais là il est déjà découvert, donc ça veut dire qu'ils vont le redécouvrir mais ils vont oublier qu'il est là, donc voilà, tu vois un petit peu le problème qu'il y a avec l'histoire du Balrog, même si, encore une fois, du point de vue de l'épique de la scène, il n'y a rien à dire, c'était génial avec un super ralenti qui vient sublimer le sacrifice du roi Durin III. Donc voilà, c'est ça aussi qui ressort de cet épisode. Malheureusement, il y a un très beau potentiel sur certaines intrigues et d'autres qui viennent derrière un petit peu couper le rythme et gâcher tout cela, donc c'est assez dommage quand même d'avoir cette espèce de faux rythme qui fait que on passe d'un moment épique où on était dedans et d'un coup on fait en mode « Oh, c'est Isildur, oh non, c'est ça, bon... » J'espère qu'ils vont quand même arriver à faire quelque chose d'un peu plus structuré et bien plus prenant du point de vue du scénario. La technique, ils l'ont et ils excellent dans le domaine. Maintenant, j'aimerais vraiment qu'ils remettent en question le scénario et qu'ils amènent quelque chose de bien mieux à ce niveau-là. Et c'est assez frustrant puisque la série a de bons potentiels, ne serait-ce que par le biais des diverses théories qui émanent au fur et à mesure de la série, et notamment à la fin de cette saison où il y a beaucoup de choses à dire du point de vue de la possibilité de la saison 3 et de ce qu'elle pourrait nous raconter dans le futur. Et globalement, si je peux avoir une sorte de rétrospective par rapport à la saison 2 vis-à-vis de la saison 1, peut-être que je suis le seul dans ce cas ou pas, mais en attendant je trouve que la saison 2 était bien mieux réussie du point de vue du script et des effets spéciaux et tutti quanti. Le rythme aussi était bien mieux géré que la saison 1 qui était qualifiée par certains de très lente. Là effectivement le rythme est peut-être un petit peu plus accéléré, ce qui fait un petit peu ce contraste entre les deux saisons, mais d'un autre côté je trouve que la saison 2 a quand même gommé certains défauts de la saison 1. Encore une fois je le redis, la saison 1 repose sur des grosses fragilités structurelle qui se répercute in extenso sur la saison 2, donc c'est ça qui fait aussi un petit peu défaut à cette saison 2, mais ça, est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir d'avoir des problèmes? Elle a essayé de les solutionner comme elle l'a pu, ça n'a pas forcément fonctionné, et c'est vrai que j'aurais aimé peut-être un peu plus d'efforts à ce niveau-là, et c'est ce que je leur souhaite pour la saison 3. Maintenant, voilà, ça reste quand même une série sympathique, avec ses qualités et ses défauts, certes, il faut aussi le reconnaître, je vais pas non plus tomber dans la critique facile, mais non pas non plus dans l'adulation
aveugle, la série a de très gros problèmes et il faut quand même les souligner, et elle a aussi quand même des qualités qui méritent d'être soulignées. À présent, si vous le voulez bien, je vais passer dans la partie analyse de cet épisode avec tout d'abord l'introduction sur le Balrog, la séquence de la découverte du Balrog avec l'affrontement des idées entre le roi Durin III et son fils, le prince Durin. C'était une séquence très sympathique avec de très belles choses, visuellement rien à dire encore une fois, c'était excellent. J'adore le design de ce Balrog qui fait un petit peu plus stylisé que celui de Peter Jackson qui est un petit peu plus brut entre guillemets. Là je trouve qu'il y a une évolution dans le design qui est très appréciable, et j'ai beaucoup aimé aussi le duel entre le roi Durin et le Balrog, même si c'était un duel un petit peu voué à l'échec puisque je savais pertinemment que le roi allait mourir à ce niveau-là. J'aurais pensé qu'il allait garder son anneau et que l'anneau allait disparaître avec lui, puisque on sait que certains anneaux ont disparu dans les nombreuses batailles qui ont opposé les nains aux dragons, donc ça aurait pu être aussi sympathique d'avoir une sorte de disparition de l'anneau de Durin avec le Balrog. Mais par contre, là où j'ai un problème avec cette séquence, c'est que dans le fond, elle sous-entend quand même une chose qui est quand même assez problématique, c'est que le Balrog à la base, lorsqu'il est découvert par les nains au troisième âge, il est découvert par hasard, c'est-à-dire qu'ils creusent, ils ont tellement d'appétit débordant qu'ils vont creuser plus profondément à la recherche de mithril, d'or, d'argent, de pierres précieuses, diamants, etc. Que à un moment ils vont tomber sur le Balrog, et c'est ce Balrog qui va tuer le roi Durin. Alors je crois que c'est le 7 ou le 8, il faudra que je revoie, peut-être le 6 même. Maintenant les nains, donc dans le lore de l'histoire Rings of Power, ils sont au courant qu'il y a un Balrog, donc comment tu vas amener dans le futur la découverte du Balrog? Est-ce que on part du principe que le nouveau roi Durin IV va dire que non, ces tunnels sont condamnés et que suite à l'opposition entre son père et le Balrog s'est enfermé dans une bulle protectrice et il est renfermé sous une tonne de gravats, perdu dans les abysses et dans les limbes de Khazad-dûm, donc peut-être que ça pourrait sous-entendre une redécouverte plus tard en mode ah mais non en fait il est toujours là. Moi j'aurais préféré quand même que le Balrog limite qu'il le découvre tout seul et que en fait ça ne soit qu'un secret partagé entre Durin III et le Balrog. Maintenant que tout le monde et une grande partie des nains ont vu le Balrog, ils savent qu'il est là, comment tu vas emmener l'histoire derrière? Voilà, c'est la question que je me pose, c'est une question assez externe à la série puisque ce n'est pas forcément sous-entendu. Ça pourrait quand même poser un gros problème de continuité géo-historique à ce niveau-là, tout comme la séquence où le roi Durin va enlever son anneau. Ça faisait depuis 4 épisodes qu'il gardait l'anneau, qu'il ne voulait pas s'en séparer, et là d'un coup, lorsqu'il voit le Balrog, il décide de l'enlever. Je trouve que c'est un petit peu trop simple à mon goût, même si d'un côté je trouve la symbolique sympa parce que le roi il s'est rendu compte que son appétit débordant l'a amené à côtoyer le démon de Khazad-dûm, donc il y a aussi toute cette symbolique là qui ressort, et c'était plutôt sympa, même si dans la forme c'était un petit peu trop simple de voir le roi enlever son anneau aussi facilement. Et un peu plus tard on découvrira le prince Durin qui devrait logiquement devenir le futur roi Durin IV, et j'ai beaucoup aimé la mise en scène de la mort de son père avec le voile qui est jeté sur le trône, comme si on mettait cet immense linceul sur le trône de son père pour symboliser qu'il n'est plus là et que désormais les nains doivent à la fois faire le deuil mais aussi se tourner vers le futur. Et en parlant du futur, il y a les fameuses intrigues qui vont venir dans les prochaines saisons, notamment le frère de Durin dont on apprend l'existence à la fin de cette saison, mais aussi et surtout les seigneurs nains, parce que le roi Durin III avait promis monts et merveilles aux seigneurs nains, et à un moment Durin il va se retourner et regarder directement les anneaux, et c'est là que je me suis dit mais attends, Durin il a passé toute la saison à mettre en garde son père, à essayer de l'empêcher de tomber sous l'emprise de l'anneau de Sauron, et là d'un coup il a un regard un petit peu en mode on va utiliser les anneaux, ou alors c'est moi qui interprète beaucoup trop ce regard, mais en attendant c'est vrai que Durin, la manière dont il regarde les anneaux, il est un peu en mode ouais en fait ça pourrait être une arme qu'on va utiliser, ou alors est-ce qu'il va lui-même mettre un anneau, je ne sais pas, ça peut être une théorie à exploiter dans le futur. Une conclusion assez ouverte pour l'histoire des nains qui est plutôt appréciable à ce niveau-là, même si à mon sens l'intrigue du Balrog, j'ai quand même un gros souci à ce niveau-là, et j'ose espérer que c'est terminé, qu'on ne le verra plus jamais, peut-être aller à la rigueur à la saison 5 si jamais elle sort un jour en conclusion finale, mais voilà, c'est ça qui m'embête un petit peu avec cette histoire de Balrog, c'est beaucoup trop anticipé sur la chronologie, mais ça encore une fois c'est un problème inhérent à la saison d'une manière globale. On poursuit l'histoire avec notamment l'étranger qui désormais délaisse les hobbits, et c'est une très bonne chose, délaisser complètement les hobbits, maintenant je ne veux plus en entendre parler parce que c'était assez long et quand même assez rébarbatif à ce niveau-là. Maintenant on avait l'espoir que ce mage pouvait être peut-être un mage bleu, et le début de cet épisode semblait être ancré dans cette histoire-là, notamment avec le mage sombre qui débarque et qui va dire à l'étranger que nous étions 5, donc là
plus de doute, les deux sont des Istari. Le design du mage sombre laisse quand même grandement présager Saruman le blanc, en plus il est habillé en blanc, mais au moment où le mage sombre va dire nous étions partis de l'autre côté vers Rune à l'ouest, je me suis dit ok, pourquoi pas, hein, ça pourrait être logique parce que les mages bleus sont partis à l'ouest avec Saruman, je précise, donc il y a quand même toute cette intrigue là. En fait les mages bleus ne sont pas revenus et seul Saruman est revenu tout seul, et on sous-entend qu'il les a peut-être tués ou que les mages bleus ont dévié de leur mission ou qu'ils sont restés sur place. Donc je me suis dit pourquoi pas du coup en fait les voir tous les deux partir ensemble et ça serait l'histoire des mages bleus. Mais en fait non, le mage sombre derrière il va un petit peu dévoiler d'autres intrigues. Il va d'abord trahir les orientaux et en plus il va dire à l'étranger qu'il souhaite renverser Sauron pour devenir lui-même un seigneur pas des ténèbres, mais gouverner la terre du milieu à sa place, avec l'étranger. Donc là, je me suis dit, ok, Saruman, c'est grillé, c'est terminé. En plus, juste après, tu as les hobbits qui disent au revoir, Grand Elfe. Donc en anglais, c'est Grand Elf. Et là, je me suis dit, ok, Grand Elf, Gandalf, allez, c'est terminé. Et qu'est-ce qui se passe à la fin ? Gandalf. Bah oui, logique. C'est une histoire qui se base sur les contes et légendes inachevés parce que dans cet ouvrage, Gandalf et les mages bleus, notamment peut-être aussi Saruman et Radagast, sont arrivés à la fin du deuxième âge, ce qui pourrait coïncider un petit peu avec l'histoire des Anneaux de pouvoir, même si c'est une version qui n'est pas forcément très admise dans les communautés de fans, elle a quand même le mérite d'exister et pour le coup, je trouve que ça se raccorde quand même plutôt bien à l'histoire des livres. Et ce que j'ai beaucoup apprécié en termes de symbolique quand même, c'est que l'étranger il a beaucoup appris autour de Tom Bombadil et il a appris notamment un petit peu que ce n'est pas plus important d'avoir du pouvoir comparé au pouvoir de l'amitié. Donc il y a aussi toutes ces symboliques là et le fait que Gandalf est quand même une sorte de philosophe et qui va avoir un petit peu une humilité par rapport à la vie et le fait que c'est un personnage qui a conscience de chaque être vivant. À l'inverse de Saruman, donc le mage sombre, pour moi hein, clairement c'est lui qui semble quand même très désireux de peut-être s'opposer à Gandalf, donc à voir s'il n'y a pas une opposition. Je suis pas forcément sûr, mais maintenant l'opposition est quand même très marquée entre les deux personnages et la rivalité est telle qu'elle va déborder sur le troisième âge, donc pourquoi pas. Mais maintenant que l'histoire du mage sombre et Gandalf semble toute tracée, je ne vois absolument pas où elle va se diriger. Est-ce que peut-être dans les prochaines saisons on va voir ces deux magiciens rencontrer les mages bleus et peut-être aussi Radagast? J'en ai pas la moindre idée. L'histoire des magiciens c'est sympa, l'histoire d'Hobbit j'ai pas forcément trouvé cela très intéressant. Maintenant à voir comment tout cela s'insère dans l'histoire vis-à-vis des Anneaux de pouvoir. Toutes les intrigues entre Isildur et Théo, j'ai trouvé cela assez maladroit quand même parce que dès le départ ils vont échanger sur la culpabilité vis-à-vis de la mort de leurs mères respectives, mais c'est dommage, on reste très en surface et Théo s'échappe même en plein milieu du discours et j'ai trouvé que c'était assez maladroit à ce niveau-là. Le personnage de Théo, il a juste son épée dans le dos, il est là en mode oui, je suis le seigneur de Pélargir. Je trouve pas le personnage très intéressant et j'espère qu'il va un petit peu plus évoluer dans quelque chose de bien plus intéressant dans le futur, peut-être même une sorte d'opposition vis-à-vis des Núménoréens pour devenir le seigneur de Pélargir. Ça serait quand même plus intéressant, même si Pélargir pour l'instant c'est pas forcément une cité resplendissante telle qu'elle est décrite dans les livres. J'ai plutôt l'impression d'une sorte d'avant-poste à moitié en ruine, donc c'est un petit peu dommage à ce niveau-là. L'histoire d'amour entre Estrid et Isildur, c'est aussi maladroit qu'inutile, voire même absolument passable, à tel point que c'est balayé d'un revers et la pauvre elle est délaissée en mode sous-homme directement sur le territoire et Isildur s'en va. Ça caractérise juste la frustration d'Isildur qui n'arrive pas à concrétiser ce qu'il entreprend, peut-être aussi une sorte de frustration vis-à-vis de son père à exploiter dans le futur. L'arrivée de Kemen qui cherche absolument à s'emparer de Pélargir pour former une future flotte, bah oui effectivement ça sous-entend de grosses choses pour le futur et j'espère quand même que ce personnage va se faire peut-être, pourquoi pas, détrôner par Théo dans le futur, ou au contraire est-ce qu'il va sombrer définitivement et se voir offrir un anneau des hommes par le seigneur des ténèbres Sauron. Ça serait une sorte de continuité logique vis-à-vis du personnage et de cette histoire qui a été teasée par son père Pharazôn vis-à-vis de la prophétie de son épouse. Pourquoi pas après tout, mais bon, l'histoire d'Isildur et Théo c'était pas très intéressant, c'était pas top, et j'espère quand même que la saison 3 mettra bien mieux en lumière ces deux personnages parce que là pour le coup ce sont des personnages assez fantomatiques dans cette saison 2. L'histoire de Núménor qui m'avait quand même bien intéressé dans les derniers épisodes, là je trouve qu'elle continue encore sur une bonne voie avec notamment Pharazôn qui va utiliser les connaissances acquises dans le Palantir pour retourner les fidèles de Myriel à son
son avantage et j'ai trouvé que c'était un très bon choix stratégique à ce niveau-là pour justement s'accaparer encore plus le pouvoir et minorer l'intervention divine des Valar vis-à-vis du sacrifice de Myriel dans l'épisode précédent. Donc il y a cette volonté-là de Pharazôn de supplanter directement Myriel pour se croire limite à l'égal des dieux et j'ai trouvé que c'était très bien, d'autant que ça reste un teasing pour le futur assez intéressant et encore plus aussi je trouve que la symbolique est telle que à un moment, peut-être que vous l'avez vu ou pas, mais on voit l'arbre de Númenor dépérir, donc c'était quelque chose de très sympa aussi à ce niveau-là. Preuve en est que Pharazôn ne commence peut-être pas son règne sous les meilleurs auspices. Dans cette quête de rédemption, on a aussi Eärnien qui va aider son père, et Elendil va recevoir une épée iconique de la part de Myriel, Narsil, avec un design qu'on connaît tous, et c'était très sympa d'accentuer la continuité entre la série et les films. C'est limite le miroir d'Aragorn dans Le Retour du Roi lorsqu'il dégaine son épée lui aussi, donc il y a aussi toute cette continuité et le fait de montrer que Elendil, Aragorn et Isildur ont quand même beaucoup de choses en commun, donc c'était très sympa de voir tout cela, à tel point aussi que juste après on voit Myriel qui est confronté à Pharazôn et emprisonné, peut-être aussi une future prise de position et de pouvoir total de Pharazôn vis-à-vis de la dynastie de Myriel. Pour l'heure, c'est pas un sans faute, mais presque, hein, il y a des très bonnes choses. Je dirais que le sans faute, il aurait été là si Anarion était montré dans cette saison 2. On en reparlera en partie spoil pour savoir qui est Anarion, mais en attendant, l'histoire de Númenor, elle se révèle au grand jour comme étant une intrigue vraiment très forte dans cette saison 2. Viennent ensuite les nombreuses séquences de l'Eregion dans cet épisode 8, avec tout d'abord la poursuite de la bataille, et visuellement je n'ai rien à dire, c'est incroyable, on a même le droit à un plan séquence qui est vraiment super, avec les elfes qui essayent de s'échapper de ce bourbier, Galadriel qui s'enfuit et qui va chercher à s'allier avec Adar pour vaincre Sauron, donc il y a quand même de très bonnes choses à ce niveau-là. Le visuel de la bataille était assez sympa, avec pas mal de combats rapprochés, le fait qu'il détruise la statue de Fëanor et qu'il la mette à bas, c'est un peu la revanche de Sauron vis-à-vis de son maître Morgoth et le fait qu'il ait été détruit par les elfes, donc il y a aussi tout cela qui est pas mal, avec aussi, pourquoi pas, l'intrigue de l'ultime affrontement entre Celebrimbor et Sauron, et j'ai trouvé que c'était intéressant parce que, à l'image de son ancêtre Fëanor, Celebrimbor, eh bien il va maudire Sauron, parce que, peut-être que vous l'ignorez ou pas, mais Fëanor, au cours de sa vie, il a maudit Morgoth, et c'est ça aussi un petit peu le miroir entre le Seigneur des Ténèbres numéro 1 et le Seigneur des Ténèbres numéro 2, Sauron, c'est que derrière il y a une sorte de fatalité dans la destinée de ces deux personnages, et Celebrimbor ne s'y trompe pas en disant que c'est un unique anneau qui va faire sombrer Sauron dans les abysses, et j'ai trouvé que c'était plutôt bien vu à ce niveau-là, même si ça manque de subtilité, mais c'est pas très grave parce qu'au final quand même, on voit à travers la mort de Celebrimbor que Sauron est très marqué par la perte de son ami et de ce maître forgeron. J'estime que c'est plutôt des larmes de crocodile et que c'est vraiment pas sincère de sa part, c'est ça qui fait le charme de cette scène, on doute, et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié. On a Glug qui va offrir ses services à Sauron et c'était intéressant parce que effectivement ça manquait de subtilité et je l'ai vu bien avant que cela arrive et c'était largement teasé parce que Glug n'arrêtait pas de dire à Adar qu'il remettait en question un petit peu ses décisions, et ce que j'ai trouvé plutôt intéressant, je vais faire un petit aparté sur Glug, c'est que il y a quand même une sorte de symbolique à ce niveau-là parce que Adar, à chaque fois il écoutait les suppliques de Glug et il le laissait exprimer ses doutes vis-à-vis de son commandement sans forcément le brutaliser, à l'inverse de Sauron, dès que Glug va lui dire il faut se replier, direct il va le tuer en le transperçant pour lui couper la parole. Preuve en est que avec Sauron on ne peut pas discuter. J'ai trouvé que c'était plutôt sympa aussi de montrer ce parallèle là avec notamment Adar, le père qui va écouter Glug et qui va ensuite pas forcément prendre en compte ce qu'il dit, à l'inverse de Sauron qui quant à lui ne prend même pas la peine de l'écouter mais va plutôt le tuer. Galadriel est amené devant Adar et lorsqu'il met l'anneau Nenya, eh bien il va rajeunir et redevenir un elfe, et c'était une théorie qui était très populaire sur les réseaux sociaux et que j'avais partagé dans la dernière vidéo, et j'avais même dit que d'après la théorie, lorsqu'il allait mettre l'anneau Nenya, il allait devenir Celeborn, et j'y ai quasiment cru parce qu'à un moment il va dire oui j'avais un nom auparavant, dis-le bordel, j'avais vraiment envie de savoir qui était Adar, et malheureusement on ne saura pas puisqu'il est assassiné juste après, et là aussi on a encore une fois une sorte de métaphore puisque Adar, le père, il est assassiné par ses propres enfants, et c'est un peu une sorte de répondant à la mise à mort de Sauron au tout début de l'épisode où il est poignardé par les orques. Là encore une fois ce sont les orques qui sont les instruments du pouvoir et qui vont mettre en lumière Sauron plutôt que Adar. On a encore une fois une sorte de miroir entre les deux personnages, mais encore plus le miroir vis-à-vis de la mort de Jules César qui est assassiné de multiples coups de couteau par les sénateurs, et Tukosque Mifili, Brutus selon la légende qui l'aurait lui aussi poignardé dans un ultime fracas. Là on a un petit peu tout cela puisque
c'est Glug qui va porter le coup fatal à son père directement, Hadar. J'ai trouvé que cette symbolique était très sympa à ce niveau-là et que le répondant marchait plutôt bien. En parlant de symbolique, il y a aussi Sauron qui, dès qu'il va voir l'anneau Nenya au doigt de Galadriel, il va le désirer plus que tout. Et là, pour le coup, c'est en total accord avec les livres, parce que dans les livres, Sauron, il désire vraiment les objets de Celebrimbor, et par-dessus tout, les anneaux des elfes, c'est peut-être la quête ultime pour lui, outre le fait plus tard de récupérer l'anneau unique qu'il a perdu. Les anneaux des elfes, ça reste des objets qu'il a toujours désiré et qu'il a désiré par-dessus tout. Donc c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans le duel opposant Galadriel à Sauron, Halbrand, Celebrimbor et Galadriel. C'était bien vu aussi de montrer que ce personnage est polyforme et qu'il est capable de changer d'apparence directement comme ça et de chercher un petit peu à berner Galadriel avec ses illusions pour la faire tomber dans son giron. C'était encore une fois un duel très intéressant avec des bons combats. Par contre, là où j'ai quand même un gros problème avec les affrontements, et je sais pas si c'est un problème un petit peu inhérent au monde actuel du cinéma, mais on a aussi ce problème avec Star Wars où les sabres laser ne coupent plus les gens et font juste des petites entailles. Là pour le coup c'est la même chose dans Le Seigneur des Anneaux, j'ai l'impression que tu te fais blesser mais tu ne meurs pas. Galadriel, elle est blessée par la couronne de Morgoth, elle ne meurt pas. Elle fait une chute vertigineuse, elle ne meurt pas. Bon oui, effectivement, elle a l'anneau au doigt. Peut-être que son anneau l'a protégée, mais je trouve que c'est une explication totalement pétée. Mais alors, comment expliquer le fait que Arondir, qui a quand même été transpercé par l'épée de Hadar, il se bat comme si de rien n'était? C'est assez problématique et je trouve ça dommage quand même de ne pas mettre en lumière un petit peu plus la mort de personnage à ce niveau-là. On n'a pas besoin de savoir qu'elle va survivre, oui, on le sait, c'est l'histoire, mais quand même je tenais à souligner ce gros problème de cohérence à ce niveau-là, même si pour Galadriel ça peut être solutionné avec l'anneau, ça n'engage en rien la cohérence à ce niveau-là et le fait que Arondir, rien que lui, il est sauvé alors qu'il était quand même agonisant limite dans l'épisode précédent. En symbolique, il y a un moment que j'ai trouvé sympa, c'est que lors de la chute de Galadriel au loin, on voit Sauron qui est directement sur son promontoire et l'espèce de structure va donner une sorte d'illusion un petit peu visuelle, comme si on voyait le grand œil qui était directement sur sa grande tour. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt sympa à ce niveau-là du point de vue de la symbolique. Les elfes survivants de l'Eregion se réfugient directement dans le nord plus loin et c'était bien vu aussi de montrer qu'ils vont essayer de fonder une sorte de refuge pour tous les elfes dans l'Eregion. La séquence était vraiment très belle avec de belles thématiques et les couleurs sont incroyables avec le jaune, le vert, l'eau aussi, hein, c'est une thématique qui est très forte chez les elfes et ça permet aussi d'avoir un avant-goût de ce que Elrond va faire dans le futur, c'est-à-dire fonder la future cité protectrice d'Imladris, un refuge pour les elfes qui est connu pour nous mortels sous le nom de Foncombe ou Fandeval si vous êtes fan de la nouvelle traduction française du Seigneur des Anneaux. Donc je pense très sincèrement que dans la saison 3 on risque peut-être de voir la future cité de Foncombe fondée par Elrond. Preuve en est aussi qu'on va avoir une sorte de civilisation elfique qui va s'opposer directement à la civilisation des orques menée par le nouveau Seigneur des Ténèbres. À présent, si vous le voulez bien, ça va être une partie un petit peu théorie rapide, avec notamment certains éléments qui pourraient sous-entendre des possibles pistes pour la saison 3. On commence tout d'abord avec Durin IV, donc le futur roi, je l'espère peut-être, qui semble regarder avec envie les anneaux, et je me demande s'il ne va pas utiliser ces anneaux pour éloigner son frère et possiblement les autres seigneurs, ou au contraire lui aussi les utiliser pour engranger encore plus de richesses et les donner aux seigneurs nains alors que son père leur avait promis monts et merveilles. Je ne sais pas du tout. Pareil pour le Balrog, est-ce qu'il va revenir ou pas? J'espère que non et j'espère aussi que Durin va un petit peu apporter une solution à ce niveau-là. Est-ce qu'il ne va pas complètement fermer les mines dans ce secteur ou au contraire amener des gravats pour encore plus ensevelir le Balrog? Ou est-ce que c'est ce Balrog là qui va se réveiller sous le règne de Durin IV et ainsi plonger le royaume de Khazad-dûm dans les ténèbres? J'en ai pas la moindre idée, mais en attendant, du point de vue de la chronologie, il y a de très gros soucis avec ce Balrog. Mais ça pourrait être aussi une piste à explorer, pourquoi pas notamment le fait que le frère de Durin va peut-être, on ne sait pas, dévoiler l'existence du Balrog et sa volonté de récupérer les trésors perdus de son père, donc là aussi peut-être une histoire à creuser à ce niveau-là. Dans l'intrigue de l'étranger des Hobbits et encore plus le Mage Sombre, il y a eu une petite phrase dite par les Orientaux: nous étions des rois autrefois. Là aussi je suis quasi sûr que Sauron va débarquer auprès des Orientaux et
proposer ses services et pourquoi pas aussi proposer un anneau des hommes directement à l'un de leurs seigneurs. Ça pourrait aussi faire le lien avec Khamûl, l'ombre de l'Orient, qui est le commandant en second des Nazgûl et qui est connu principalement pour être possiblement un orientaux. Concernant le départ d'Elendil vers l'ouest, je suis quasi sûr qu'on va peut-être voir son père Amandil, mais aussi découvrir son fils Anarion. Ça serait super de découvrir ce personnage qui fait tant défaut à l'histoire de Tolkien, tout comme Glorfindel. J'attends vraiment qu'on découvre Glorfindel dans les prochaines saisons. C'est un personnage qui est connu des fans et qui a été un petit peu massacré malheureusement par Peter Jackson, à tel point qu'il n'apparaît pas dans les films. Il y a Tom Bombadil maintenant qui a été réhabilité. J'espère que la saison 3 va réhabiliter le personnage de Glorfindel et encore plus celui d'Anarion, notamment avec l'histoire d'Elendil qui semble se diriger vers la région de l'ouest, la région qui lui fait un petit peu office de comté ou de fief. Est-ce qu'on va avoir aussi dans le futur un duel entre le mage sombre et Gandalf? J'en ai pas la moindre idée, ça serait un petit peu redondant quand même parce que à la base Gandalf semblait être vraiment ami avec Saruman et ça serait dommage d'avoir cette intrigue là déjà dévoilée. J'en ai pas la moindre idée et je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre à ce niveau là. Et pareil aussi pour Sauron maintenant qui possède les anneaux des hommes. Est-ce que dans les prochaines saisons et notamment la saison 3 on va le voir un petit peu se promener en terre du milieu pour offrir les anneaux à des seigneurs hommes qui sont désireux d'obtenir un plus grand pouvoir? Est-ce qu'il va retourner en Eregion pour essayer de s'emparer des anneaux des elfes? J'en ai pas la moindre idée. Est-ce que c'est lui aussi qui va revenir auprès de Durin sous une autre forme pour offrir les anneaux des nains aux autres seigneurs nains? Là aussi encore beaucoup de questions qui mériteraient peut-être une vidéo dédiée à ce niveau-là. En conclusion de cette saison 2, ce que je peux dire c'est qu'elle était beaucoup plus agréable à suivre. J'ai pris beaucoup plus de plaisir à regarder cette saison 2 par rapport à la saison 1. Des évolutions quand même dans le script, il faut le souligner, avec des bons points, et j'avais vraiment du mal à savoir comment ils pouvaient rattraper les morceaux avec l'histoire des anneaux de pouvoir. Malheureusement, je ne suis toujours pas convaincu par l'intrigue principale, mais en attendant, les petites intrigues sur les côtés, et en particulier Númenor et les nains, m'ont quand même assez convaincu dans cette saison 2, même si j'ai de grosses réserves sur les nains avec l'histoire du Balrog qui, à mon sens, n'a rien à faire là, et qui est beaucoup trop anticipé sur l'histoire des nains. C'est pas très grave, je fais quand même entorse à ce niveau-là, j'ai profité un petit peu plus de cette saison 2, et je pense que je vais la revisionner parce que là, je l'ai visionnée qu'une fois. Maintenant, je vais peut-être un petit peu plus la visionner en mode spectateur, je vais poser mon cerveau et je vais vraiment peut-être un petit peu plus profiter. Peut-être que je prendrai un peu plus mon pied ou au contraire, je vais être un peu plus déçu à ce niveau-là. La saison 2 a quand même de très grosses difficultés à ce niveau-là du point de vue du script et ça, c'est quelque chose qui est ressorti à travers toutes mes vidéos. Il y a des moments aussi qui m'ont quand même fortement déplu et des intrigues qui ne m'ont absolument pas hypé, mais en attendant, c'était bien mieux réussi. Si j'ai une note à donner sur 10, je serais tenté de donner entre 5 et 6. Allez, on va peut-être être plus sympa et je vais donner 5,5 pour cette saison 2 parce qu'elle était quand même assez réussie à ce niveau-là. Autant la saison 1, j'étais plutôt dans les 4 sur 10. Là, pour le coup, je trouve que c'est plutôt sympa à ce niveau-là. Il y a énormément d'efforts à faire et j'ose espérer que la saison 3 va confirmer les espoirs que j'avais placés dans la saison 2 et qui ont fait que j'ai un petit peu plus profité de cela. J'espère quand même aussi que vous avez un peu plus profité de cette saison 2, au contraire que vous avez détesté et totalement lâché l'affaire. Pourquoi pas, hein, c'est totalement entendable à ce niveau-là. Hein. Je comprends aussi que la saison 2 a de gros problèmes structurels qui font qu'on pourrait ne pas forcément rentrer dans la série et j'espère en attendant aussi vous avoir amené un petit peu plus de nuances à travers cette saison. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode, si comme moi vous êtes plutôt mitigé et que vous avez apprécié certaines choses ou au contraire détesté d'autres ou justement que détester ou que apprécier. Dites-moi vraiment ce que vous avez pensé de cette saison 2, ça m'intéresse beaucoup de connaître votre avis en commentaire. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour d'autres vidéos et analyses sur l'univers du Seigneur des Anneaux et possiblement Rings of Power. Salut à tous!